bonsoir à toutes. Merci Vincent Houba d'être parmi nous, d'avoir bien voulu répondre présent à mon invitation, de nous Avec plaisir. expliquer voilà, plein de choses sur la communication non violente. Je vais vous laisser vous présenter, vous expliquer votre parcours D'accord. sur le fait de comment vous en êtes arrivé à parler de la communication non violente. Ah oui, voilà, il y a tout un parcours derrière. Bonjour à tout le monde déjà. Moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que au départ, je suis ingénieur architecte et j'ai été architecte pendant 25 ans. J'ai pratiqué le métier d'architecte indépendant, mais je me suis toujours intéressé aux relations humaines et aussi au mystère de la vie, en fait. Depuis tout petit, j'ai grandi dans la nature et la nature m'a beaucoup inspiré. Et je suis venu à la communication non violente, en fait, à partir d'un moment où je me sentais pas très bien dans ma vie. Vous savez, dans la vie, on a ce qu'on appelle des petites crises, parfois des petits vagues à l'âme. Et c'est vraiment à l'âge de 30 ans que ça m'a repris. Je me suis dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et j'ai démarré ce qu'on appelle un travail sur soi, c'est-à-dire j'ai fait un premier séminaire, c'était en 91, en janvier 91, ça s'appelait Qui suis-je avec la fondation PRH, Personnalité Relations Humaines. Et là, en fait, j'ai découvert que j'ai fait une grande découverte à l'âge de 30 ans. J'ai fait la découverte qu'en fait, qu'à l'intérieur de ce corps physique, il y avait un être. Et jusque-là, je n'étais même pas conscient qu'en fait, j'étais bien plus qu'un corps physique. Et ça a été une vraie révolution pour moi de découvrir ça. Et de ce moment-là, je n'ai pas arrêté de continuer à cheminer, à chercher. Et j'ai démarré un travail en individuel que j'ai poursuivi pendant 21 années. J'ai rencontré quelqu'un 2 fois semaine à la rencontre vraiment de cette exploration de ce qui est à l'intérieur. Et assez rapidement après ça, j'ai découvert, ça c'était janvier 91, je crois que c'était au mois de mai, j'ai découvert un livre de Guy Corneau qui s'appelait Père manquant, fils manqué, Guy Corneau étant un psychanalyste québécois. Et c'est en faisant un séminaire avec lui que j'ai rencontré un de ses assistants qui s'appelle Thomas Dansbourg, qui nous a parlé un soir de communication non violente. Et ça m'a vraiment interpellé, cette approche-là, parce que moi, à l'époque, j'étais président du comité des parents d'une école qu'on avait ouverte au village. Il n'y avait plus d'école au village où on avait construit notre maison. Et on avait ouvert une école à pédagogie alternative. Et donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait intéresser dans le cadre de l'école cette approche de la communication non violente. Et donc, j'avais fait venir Thomas pour une conférence. Et les parents ont voulu aller un petit peu plus loin. Et du coup, on a organisé un séminaire et un deuxième. Et puis, j'en ai organisé une vingtaine. Et de fil en aiguille, je me suis formé sur le tas à cette approche. En plein de choses, des bonheurs divers, hein, il y a des choses qui n'étaient pas si intéressantes que ça. Et après, je me suis intéressé, après le développement personnel, je me suis dit, tiens, je vais m'occuper un petit peu du collectif aussi. Et donc, j'ai fait des formations en intelligence collective, en gouvernance participative. Mais là, je me suis vite rendu compte que les outils pouvaient être puissants à condition que le matériau soit préparé, donc que l'humain soit préparé, parce que voilà, faire de l'intelligence collective avec des égos sur pattes, ça ne fonctionne pas trop. Et donc, je me suis dit, tiens, je devrais plutôt accompagner la transformation de l'individu au sein du collectif. Et voilà. Et puis, j'ai eu d'autres crises dans ma vie, dont une qui m'a vraiment poussé à faire un choix de vie, à me dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Et c'est là, en 2012, où j'ai quitté mon métier, j'ai arrêté mon métier d'architecte et je suis allé vivre 7 ans à Paris pour ouvrir un cabinet qui s'appelle les Architectures Invisibles. Parce que donc, entre-temps, j'étais devenu aussi psychoanalyste et formateur en communication non violente. Et donc, j'ai ouvert ce cabinet, les Architectures Invisibles, où je reste architecte, mais architecte de l'humain. C'est-à-dire que j'aide les entreprises, les organisations à construire des organisations humaines qui sont en santé et j'aide à aller voir ce que l'inconscient
nous fait faire souvent à notre insu. Et l'inconscient dans le collectif, il consomme beaucoup d'énergie. En fait, on est souvent beaucoup occupé à résoudre nos blessures d'enfance dont on n'a même plus souvenir, ou bien à régler des mal-être intérieurs au sein du travail, et ça fait perdre beaucoup d'énergie. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un métier qui est un peu compliqué à expliquer puisque en même temps j'accompagne en individuel, en même temps je fais des formations, en même temps je fais des conférences et en même temps je suis là à vous parler. Voilà un petit peu mon parcours qui est un petit peu atypique, mais qui est de plus en plus le parcours de beaucoup de personnes aujourd'hui. On n'est plus du tout à l'époque où on était sur une voie bien tracée du début à la fin. Aujourd'hui, on apprend vraiment à s'adapter et aussi à s'écouter mieux, je crois aussi, et à être plus respectueux de ce qu'on est venu vraiment faire sur Terre plutôt que d'obéir à des dictats extérieurs qui nous font perdre beaucoup d'énergie et qui ne nous rendent pas nécessairement très heureux. C'est clair. Voilà. Du coup, la communication non violente, le concept est apparu où et à peu près enfin, à quelle période à peu près? Alors, la communication non violente, c'est un processus qui a été mis au point par un psychologue américain qui s'appelle Marshall Rosenberg. Marshall est décédé il y a 5 ans maintenant. Il était né aux États-Unis, donc il est américain. Il était juif, blanc de peau, né aux États-Unis dans une ville à majorité noire. Et donc, très vite à l'école, il était pas mal sujet à beaucoup de critiques. Il se faisait traiter de sale youpin, etc. Et lui, il a réagi à ça en se bagarrant beaucoup. Il s'est défendu, en fait. Et il est même devenu champion de boxe à un moment donné dans sa vie. D'accord. Mais il avait aussi dans sa famille une dame qui, ayant eu beaucoup d'adversités, de difficultés, avait une façon de réagir toujours très paisible. Et il était déjà intrigué enfant de voir que il y avait des personnes qui réagissaient par la bagarre et d'autres qui réagissaient par la paix. Et il s'est dit qu'un jour, il inventerait quelque chose pour aider les humains à vivre en paix. Et donc, il a fait des études de psychologie en se disant qu'en étant psychologue, il allait bien comprendre les gens, qu'il allait pouvoir les aider. Donc, il est devenu même professeur d'université. Il a été assistant de Carl Rogers, qui était un précurseur de la psychologie positive dans les années 60. Tout ça, c'était dans les années 60. Et tout se passait bien jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'en fait, son métier consistait à avoir un beau bureau avec des étagères bien rangées, avec des bocaux, avec des humains à l'intérieur et des étiquettes sur les bocaux, psychopathes, névrosés, schizophrènes, mythomanes. Il s'est dit, mais en fait, les diagnostics que je mets sur le front des personnes, non seulement ça ne les aide pas, mais ça a tendance à les réduire à cette étiquette. Et donc, il s'est posé beaucoup de questions dans ces moments-là. C'était aussi donc les années 60, c'était la guerre du Vietnam. Il n'avait plus du tout envie de payer des impôts pour financer cette guerre. Il était en difficulté avec le recteur de l'université parce qu'il avait une façon d'enseigner qui était décalée, à savoir qu'il ne donnait pas de points, qu'il ne faisait pas passer d'examen. Et du coup, il a décidé d'arrêter son boulot pendant 2 ans et il a été chauffeur de taxi, ce qui lui a permis de rencontrer beaucoup de personnes de milieux très différents, des personnes souvent en dehors de leurs habitudes, en déplacement, en voyage. Et il s'est rendu compte que ce dont l'être humain avait le plus besoin, ce n'était pas tellement d'être pris en charge, d'être consolé, d'être plein, c'était simplement d'être entendu, mais entendu d'une certaine manière. Donc, il est parti de 2 postulats de base. Le premier postulat, c'est de se dire que tout être humain est fondamentalement bon. Là, on parle de l'être humain, on ne parle pas de la personnalité, de la personne humaine, mais l'être humain qui vient au monde, il est fondamentalement bon. Ce n'est que par la suite que l'être doit prendre des attitudes ou des postures pour se défendre avec l'environnement et acquiert des comportements qui peuvent être dits violents. Mais l'être, il est fondamentalement bon. Donc ça, c'est déjà un postulat. Et deuxième postulat, c'est que tout être humain a une sagesse intérieure. Je suis le seul à savoir ce qui est bon pour moi, qui est vraiment… On sait ce qui est bon pour l'enfant. Et donc, de ces 2 postulats, de toutes ces recherches, il a créé
il a créé ce processus de communication non violente qui est très proche de Gordon, qui est très proche d'autres approches, mais qui a certaines spécificités qui lui donnent vraiment toute sa puissance. Donc, c'est né dans les années 60 et si je me souviens bien, c'est en 66 qu'il a créé le Centre de la communication non violente qui est aux États-Unis. Et de là, ça s'est peu à peu répandu et maintenant, il y a des formateurs partout dans le monde entier. On a des formateurs, il y a tout un réseau qui existe. C'est une formation qui est longue? Alors, la formation est un peu particulière en fait, parce que ce n'est pas comme dans d'autres approches où on peut suivre un cursus bien déterminé. Ici, dans l'approche de la communication non violente, on part sur un module de base. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est 3 fois 2 jours pour avoir vraiment le minimum, la base. Ensuite, de là, les personnes qui veulent continuer soit à approfondir ou soit à se former pour devenir formateurs vont rentrer dans un parcours où elles vont faire leur parcours un peu à la carte. Il va y avoir des formations qui vont être imposées pour les gens qui veulent vraiment devenir formateurs certifiés. Il y a quelques formations qui sont imposées avec des spécificités. Et pour le reste, les personnes vont faire leur parcours en fonction de leur intégration, de leur rythme, de leurs moyens. Et quand on se sent prêt, eh bien, on demande pour passer l'évaluation de certification. Et en fonction de ce que les certificateurs, certificatrices évaluent dans notre maturité d'avoir intégré l'outil, aussi de notre posture, parce que ça demande aussi de faire un travail sur soi qui n'était pas demandé au début. Aujourd'hui, on demande qu'il y ait quand même un travail sur soi qui soit fait pour accompagner les personnes. Donc, je ne peux pas vous dire si la formation est longue. En général, il est excessivement rare d'être certifié en moins de 2 ans. D'accord. Voilà. Mais ça peut prendre beaucoup plus d'années. Et du coup, la communication non violente, ça consiste en quoi exactement pour la personne? Alors, la communication non violente, c'est une appellation c'est un peu dommage le titre en fait, parce que c'est un peu trompeur quelque part. Déjà de dire non violent, quand on dit communication non violente, les gens ils retiennent violent. C'est ce que le cerveau retient. Le cerveau, il fait pas la transformation du négatif. Quand il entend non violent, il retient violent. Donc, c'est déjà un peu dommage qu'on assimile la communication non violente à la violence. Pour moi, la violence, ça n'existe pas. La violence dans les lois du vivant, ce qui existe dans les lois du vivant, c'est une puissance de vie. On est tous habités d'un élan vital qui est énorme. Hein. On a une centrale nucléaire à l'intérieur. L'être, il est puissant. Et la vie, quand on l'empêche, quand on l'entrave, il faut qu'elle trouve son chemin. Faites un barrage sur une rivière, ça va arracher les murs, les arbres, démolir les maisons. Ce n'est pas violent, c'est juste de la puissance qui est empêchée. Et donc, l'être humain, c'est la même chose. Quand sa puissance, quand son être est empêché, quand sa vie est empêchée par une éducation, par un système, etc., la vie, il faut qu'elle passe. Et on le voit aujourd'hui, elle passe en rue, on va casser des choses en rue, on dit que c'est violent. Mais si on pouvait reconnecter avec la puissance de vie et vraiment comme remettre l'eau dans… Donc, déjà, quand on parle de communication non violente, si on voit la violence, on va la faire exister. Donc, ce qu'on va chercher à faire en communication non violente, on va essayer de se reconnecter au vivant, donc à l'élan vital, justement. Alors, quand on dit communication non violente, on pourrait croire que c'est un outil de communication. Et malheureusement, il est encore beaucoup considéré comme un outil de communication. Ce n'est pas à l'origine un outil de communication, ce n'est pas pour apprendre à communiquer. C'est simplement pour se reconnecter à la vie, à ce qui est vivant, en soi, en l'autre, à travers et au travers de la communication. Et donc, on va se servir de ce qui se passe dans notre communication verbale pour mettre de la lumière et utiliser un petit processus pour pouvoir essayer de traduire les choses autrement. Et peu à peu, en fait, ça va rééduquer une posture à l'intérieur. Donc, l'idée, c'est de pratiquer cette langue, qui est un peu une nouvelle langue qu'on va apprendre, mais ce n'est pas pour la parler comme ça au quotidien. C'est vraiment pour rééduquer une posture intérieure. Et quand je suis reconnecté à ce qui est vivant à l'intérieur, je n'ai plus besoin de communiquer nécessairement comme ça. Donc, l'idée, ce n'est pas que je vais apprendre à communiquer, je vais apprendre par la communication à me reconnecter à ce qui est vivant en moi. Et quand je suis reconnecté à ce qui est vivant,
automatiquement, ma communication est différente, je communique plus de la même façon. Donc, c'est ça vraiment le processus de communication non violente. Alors, c'est un processus qui se passe en 4 étapes. Donc, c'est un processus que je vais utiliser soit quand j'ai perdu la connexion avec moi, ou je suis un peu perdu, je ne sais pas très bien ce qui se passe, ou bien, vous savez, quand on est en colère, on dit on est hors de soi. Ça dit bien ce que ça veut dire, je ne suis plus à la maison. Donc, quand je sens que j'ai un agacement qui commence à venir, je vais pouvoir utiliser ce processus pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et je vais pouvoir aussi l'utiliser après pour voir ce qui se passe dans mes relations qui sont un peu compliquées, où on a des conflits, par exemple. Mais déjà, soi avec soi, on peut déjà l'utiliser pour clarifier ce qui se passe. Par exemple, si quelqu'un me dit « Ah là là, c'est toujours pareil avec les Belges, ils ne comprennent jamais rien », ok, j'entends cette phrase-là. Je pourrais très bien, par exemple, aller dire à mon voisin « Ah là là, il y a ton voisin là l'autre jour qui m'a insulté ». Si je raconte ça comme ça, eh bien ça, ce n'est pas ce qu'on appelle une observation. La première phase, la première étape, je vais apprendre à faire des observations. Et des observations, c'est relater des faits de manière factuelle, neutre et sans jugement. Si je dis « il m'a insulté »,« il m'a agressé », ce ne sont pas des observations. Par contre, si je dis lundi soir, Gérard m'a dit, c'est toujours pareil avec les Belges, ils ne comprennent jamais rien. Voilà, 2 points fermés les guillemets. Ça, c'est une observation. Alors, apprendre à faire une observation neutre et sans jugement, ça me permet 2 choses. Déjà, ça me permet de prendre un petit peu de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé. Vous voyez, quand il se passe quelque chose comme ça qui vient un peu me chercher émotionnellement, quand je le raconte, même 2 minutes plus tard, je le raconte déjà les faits mélangés à mon émotionnel, à mon interprétation. Et donc, ça, c'est la meilleure façon de faire courir des rumeurs. Ça ne sera pas la réalité, ça va être déjà mélangé avec ce que je vis. Donc, déjà de prendre un petit peu de hauteur, ça me permet déjà de pacifier déjà un petit peu. Parfois, moi, j'utilise rien que cet outil dans certaines situations. Quand je sens que je commence à avoir un peu la moutarde qui me monte au nez, je me dis, oh, stop, c'est quoi les faits? Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais il m'a dit, tu es un imbécile, ou voilà, par exemple. C'est juste quelques mots dans le dictionnaire, c'est pas grave en soi, les C'est faits. clair. C'est juste la façon dont je le vis ou comment je l'interprète qui est terrible. Mais les faits, souvent, ils sont nettement moins graves que ce qu'on en fait. Et donc, ça permet déjà de prendre un petit peu de dégagement. Et ça va m'aider aussi dans une situation où voilà, une situation avec une relation soit professionnelle que je vois tous les jours, soit une relation affective ou amicale ou familiale, des personnes avec qui je vis. Donc, quand on a un conflit, souvent on se divise, on se prend le nez, voilà, on se déconnecte. C'est bien de retrouver de la connexion. Et donc, si je veux retrouver de la connexion avec l'autre, il va falloir que je lui parle de ce qui s'est mal passé pour moi. Mais l'autre, bien souvent, il n'a même pas vu qu'il avait impacté quelque chose. Vous savez, il y a des gens, vous les croisez, ils vous disent quelque chose, vous, ça vous glace sur pied. Et pendant des jours, vous êtes là avec votre hamster qui turbine dans la tête, mais l'autre, il n'a même pas vu. Si je lui reparle de ce qui s'est passé, il va peut-être être surpris parce que, voilà. Donc, il faut que je l'amène au rendez-vous de ce que j'aimerais lui partager, mais que je prenne le moins de risques possible qu'au bout de ma phrase, il soit déjà reparti chez sa mère ou qu'il me soit sauté dessus. Donc, si quand je relate les faits, je viens déjà avec un petit peu de critique, un petit peu d'interprétation, d'évaluation, d'interprétation. Ben, l'autre, il va défendre Sa oui, position, oui. il va rentrer en défensive, il va Tout à argumenter, fait. et ça ne va pas créer de la connexion. Donc, ce qu'on cherche en communication non violente, c'est d'abord de créer de la connexion, et après, on va pouvoir parler des vrais sujets. Donc, une fois que j'ai fait l'observation, c'est la première étape observation, je vais pouvoir aller voir, deuxièmement, comment je me suis senti. C'est quoi les sentiments qui sont présents? Et là, je vais voir, à essayer de trouver les mots qui ne parlent que de moi. Parce que je peux très bien, très vite utiliser des mots qui disent « je me suis senti agressé, je me suis senti trahi, je me suis senti manipulé, je me suis senti rejeté ». Tout ça, ce sont des mots qui prêtent une intention à l'autre. Je ne sais pas s'il a voulu me trahir, je ne sais pas si c'est son intention. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Mais le problème de ces mots-là, c'est que quand je les utilise, j'ai vraiment l'impression que je parle de moi quand je dis je me sens rejeté, mais en fait, je m'installe dans une posture de victime. C'est tu me rejettes et c'est parce que tu me rejettes que je ne vais pas bien et tant que tu n'arrêtes pas de me rejeter, j'irai pas mieux. Mm. Et là, on est en dépendance, on est en aliénation et on n'est pas libre. Et donc, si je veux retrouver du pouvoir un peu sur ma vie, c'est de voir qu'est-ce qui se passe vraiment chez moi et là où je peux vraiment agir. Donc, quand je me dis je me sens rejeté, quand j'ai cette impression de me sentir rejeté, je me sens comment? Ben, peut-être que je me sens seul ou que je me sens triste. Et ça, ce sont des mots qui ne parlent que de moi, Mm. qui ne mélangent pas l'autre à mon ressenti. Donc ça, c'est la deuxième étape, les sentiments. Alors, les sentiments, c'est important, mais il ne faut pas en rester là, sinon on s'emberlificote dans de l'émotionnel. Donc les sentiments, il faut voir ça comme un panneau indicateur qui m'indique quelque chose de plus profond chez moi qui est en train de se passer. Donc vraiment comme le tableau de bord d'une voiture, vous avez des témoins lumineux, la jauge à essence qui clignote, ça veut dire qu'il va falloir aller faire le plein. Si ça m'ennuie que je regarde le paysage, je vais tomber en panne. Si je vais faire le plein, tout va bien se passer. Eh bien, c'est la même chose avec nos sentiments qui sont les espèces de signaux de notre véhicule d'incarnation qui est notre corps physique, qui nous envoie en permanence des signaux pour dire fonction vitale, OK, fonction vitale en danger. Donc, un sentiment agréable, comme la joie, me renseigne sur un besoin qui est satisfait. Et un sentiment désagréable, comme la peur, la tristesse ou la colère, me renseigne un besoin qui est frustré. Mhm. Donc, troisième étape, ça va être d'identifier quels sont mes besoins. Et ça, c'est vraiment le cœur de la communication non violente, c'est d'arriver à nommer nos besoins. Parce qu'on n'a pas une éducation qui nous a permis d'être en contact avec nos besoins. On nous a tout de suite poussé à répondre aux besoins de tout le monde, sauf des nôtres, et à nous écouter. C'est vrai. Et donc, aujourd'hui, une majorité de personnes ne connaissent pas leurs besoins. Il y a même des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des besoins. Alors qu'en permanence, à tout instant, tout ce qu'on fait, c'est pour nourrir des besoins. Et tant que nos besoins ne sont pas conscients, et bien souvent, on les satisfait de manière qui ne sont pas très adéquates, qui nous font perdre beaucoup d'énergie. Et donc, les besoins, ce qu'on entend par besoin en communication non violente, c'est toujours quelque chose d'abstrait. Dès que c'est concret, c'est déjà une stratégie qui cherche à nourrir un besoin. Par exemple, si je demande là, est-ce que vous avez besoin de vacances? Si vous me dites oui, vous allez souffrir parce qu'on n'est pas encore proche des vacances. Donc, en plus, si on était au mois de janvier, ce serait encore bien pire. Et si je crois que les vacances, c'est un besoin, comme les besoins, c'est vital, je vais m'accrocher du coup aux vacances parce que c'est vital. Oui. Et je vais m'amener jusqu'au mois d'août en tirant une langue jusque par terre. Et puis là, je vais avoir mes 3 semaines de vacances. Une première semaine où je suis à peu près dans le coma, une deuxième semaine où j'ai une paupière qui s'ouvre, et la troisième semaine, j'ai les valises qui se pointent. Donc, j'ai des vacances un peu merdiques, quoi. Alors que si je prends déjà soin de ce qui se passe maintenant, comment je me sens? Je me sens épuisé, fatigué, à bout. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de repos, j'ai besoin de ressourcement, j'ai besoin de distraction. OK. Et je vais aller voir quatrième étape. Quelle est la demande que je peux déjà me faire pour nourrir ces besoins-là? Un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, en tout cas, prendre jusqu'aux vacances, eh bien, je sois relativement en forme aux vacances et que je n'ai pas nécessairement besoin de prendre des vacances comme d'habitude. Tout ça, ça veut dire que au plus je vais être au clair avec mes besoins, au plus je vais pouvoir prendre des stratégies qui vont les nourrir au quotidien pour prendre soin de moi et je vais être de moins en moins frustré. Parce que souvent, on a des besoins qui sont frustrés et souvent, quand on est frustré et qu'on ne tient pas compte de nos frustrations, on est un peu dangereux pour notre environnement parce qu'on est dans l'attente que les autres se comportent de manière à ne pas venir réveiller notre frustration. Comme ça, on n'a pas à y bouger. Mais du coup, on devient un peu des despotes pour notre environnement. Alors que si je m'occupe de mes frustrations, par exemple, si j'ai un besoin de sérénité qui est très frustré, si je m'occupe de ma sérénité en me ressourçant, en faisant un peu de méditation, en écoutant un peu de musique, au goutte à goutte tous les jours, je remplis mon tonneau et peu à peu, il va être relativement plein, donc j'aurai peu de frustration. Et donc, on est moins dans le danger en me croisant de venir réveiller mes frustrations et je vais être quelqu'un de beaucoup plus agréable à vivre. Et ça, pour moi, c'est un devoir d'humanité.
Parce que la personne qui ne s'occupe pas de ses frustrations, elle s'installe en victime, elle devient très, très, très encombrante pour l'environnement et on n'a pas à attendre que les autres viennent combler nos frustrations. On peut déjà les combler nous-mêmes. Donc voilà, le principe de la communication non violente, ça va être d'utiliser cet outil. Quand je vois que j'ai quelque chose qui n'est pas très clair, je me pose, c'est quoi les faits? 1, observation. 2, comment je me sens. 3, c'est quoi mon besoin? Et 4, qu'est-ce que je peux faire pour nourrir ce besoin? Alors, quand je suis dans la communication avec l'autre, ben, je peux utiliser aussi cet outil-là pour dire, voilà, tu sais, hier, quand tu m'as dit ça, que les Belges, c'était toujours pareil, qui ne comprenaient jamais rien, je me suis vraiment senti fâché, je me suis vraiment senti vexé. Et je me suis même senti en colère parce que j'avais vraiment besoin de respect, j'avais besoin de bienveillance, et puis j'avais surtout aussi besoin de me sentir accueilli tel que je suis. Et je vais faire une demande à l'autre. Je vais lui dire, mais comment tu te sens quand je te dis ça? Et je vais créer de la connexion avec l'autre. Et puis, quand on aura suffisamment échangé, c'est-à-dire moi exprimer mes besoins, écouter les besoins de l'autre, revenir à exprimer ce qui se passe chez moi quelquefois, comme ça en aller-retour, on va pouvoir faire une proposition, une demande qui va nourrir les besoins de chacun simultanément et pas un au détriment des autres. Et donc, c'est ça un peu l'idée de la communication non violente, la spiritualité, je vais dire la vision, c'est d'arriver par cette approche à créer un monde dans lequel les besoins des uns et des autres sont satisfaits simultanément et jamais un au détriment des autres. En sachant que les besoins, c'est vraiment la base et que les besoins sont universels. Tous les êtres humains sur Terre ont les mêmes besoins. On n'a juste pas la même sensibilité ou la même culture familiale ou ethnique qui fait qu'on a des façons différentes de nourrir nos besoins. On a tous besoin de respect. Le respect à table dans une famille Paris 16e est vécu avec des ronds de serviettes et on ne se sert pas dans les plats et voilà, on se laisse servir. Mais au Maghreb, il est vécu comme étant on se sert dans les plats et surtout pas avec des couverts en argent et des ronds de serviettes. On a tous besoin de respect, mais on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes traditions, les mêmes habitudes, qui fait qu'on pourrait même se faire la guerre à partir de notre sensibilité, alors que si on descend d'un étage et qu'on va voir au niveau de nos besoins ne sont pas en guerre. Et on va juste devoir trouver des façons de vivre nos besoins ensemble et de créer des nouvelles façons d'être ensemble, qui tiennent compte des uns et des autres. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre dans les écoles, ça, du coup. Alors, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dans les écoles, mais moi, je rêve même juste, oui, on devrait l'apprendre dans les écoles, je vais dire de manière transitoire pendant quelques générations. Oui. Je rêverais qu'on n'ait même pas à l'apprendre parce que c'est l'état naturel de l'être humain. Donc, en fait, avec la communication non violente, je dis toujours, quand je forme ou que je pratique ou que je transmets ça, mon métier est d'apprendre aux personnes à redevenir naturelles. La nature même de l'être humain, c'est la bienveillance. Mais on a une éducation et un monde qui nous font vivre complètement à l'envers de nous-mêmes et pas dans notre vraie nature. Et donc, effectivement, on devrait l'apprendre et il y a beaucoup de choses qui se font déjà dans les écoles maintenant. Depuis ces dernières années, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions. Ça rentre de plus en plus dans certaines écoles, dans certaines approches, même dans certains programmes. Il a été question à un moment donné en France que ça rentre dans le cadre de l'éducation nationale, mais je ne sais pas très bien où ça en est pour le moment. Mais le réseau francophone et le réseau français de communication non violente a une cellule comme éducation qui travaille, Sur ça. qui fait beaucoup de choses sur ce domaine-là. Oui. Du coup, aussi en entreprise, ça peut permettre de faire évoluer une entreprise, de faire dégoupiller un peu des grenades qu'il peut y avoir entre plusieurs étages et de faire justement de cet morcellement plus qu'après un cercle de fonctionnement. Bien sûr, dans l'entreprise, moi j'interviens pas mal en entreprise. Au départ, souvent, l'approche c'est d'appeler la communication non violente plutôt pour la résolution de conflits. On va se dire, on va essayer de résoudre les conflits. Et bon, voilà, c'est un bon outil pour ça. Mais moi, je pousse à ce que qu'on n'attende pas qu'il y ait des conflits pour appeler la communication non violente et qu'on l'installe déjà comme une manière de vivre entre nous dans l'entreprise, comme une culture d'entreprise, comme un langage d'entreprise qui va nous permettre du coup
de créer une bienveillance ensemble, de créer un mode de fonctionnement, une posture ensemble, collective, qui va permettre justement de ne pas engendrer les conflits ou de très vite pouvoir les traverser pour ne pas que ça vienne des conflits larvés qui prennent parfois des années à se résoudre. Donc, au-delà d'une CNV ambulance, je dirais, moi, je pousse beaucoup à la CNV préventive, C'est clair. c'est-à-dire à se mettre dans quelque chose qui, est-ce qu'on pourrait déjà imaginer qu'on est dans un environnement de travail qui ne soit pas stressant, ni agressif, et on est du cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire où le cœur puisse rester ouvert au travail et qu'on ne doive pas, pour pouvoir survivre au travail, devoir tout fermer et tout barricader, quoi. Ouais. Ça y a eu une évolution quand même depuis les années 60. Il y a quand même eu beaucoup plus d'écoute par rapport à cette CNV où il y a eu des étapes. Alors, C'est je crois qu'il y a eu un peu des étapes, mais ces dernières années, c'est vrai qu'il y a eu vraiment un grand boom. Et je dirais même ces 3 dernières années où il y a vraiment eu une propagation de la CNV, mais pas que de la CNV. Je crois que c'est vraiment le passage actuel, hein, passage à l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est la transparence, c'est l'énergie du féminin, donc ça va être beaucoup plus l'intériorité, le vrai, le sensible, l'invisible, etc. Et donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de croître, il y a un monde qui est en train de naître. Et de plus en plus d'entreprises, en tout cas, y vont, le comprennent. On est déjà passé à un moment donné à la raison sociale des entreprises, mais que c'est déjà complètement dépassé. Aujourd'hui, on parle vraiment carrément de raison d'être des entreprises, du bonheur en entreprise, du bien-être en entreprise. Euh, pour moi, le bien-être en entreprise, c'est insuffisant. Il faut aller plus loin. On n'est pas là pour être dans le bien-être, on est là pour être dans l'être et pas que dans le bien. C'est-à-dire, c'est encore un clivage, ça, je ne suis pas tout le temps dans la joie. J'ai parfois des moments de tristesse, de colère, et je dois pouvoir être là entier avec ça aussi. Donc, oui, tout ça bouge et de plus en plus d'entreprises, de leaders, en tout cas, comprennent que quand on focalise sur la performance humaine, c'est pas très joli comme mot, mais pourtant c'est ça oui, la c'est ça. performance humaine, c'est respecter l'humain, c'est être avec le plein potentiel de l'humain, et qu'on met un peu de côté la performance économique. Eh bien, en fait, on a des résultats économiques qui dépassent ce qu'on aurait pu avoir comme vision économique ou comme but au départ. Parce que l'humain, quand on lui laisse une place, quand on le laisse dans une certaine liberté d'être, liberté de potentiel, il va avoir de l'initiative, l'énergie va être en service, il va y avoir de l'élan à contribuer. Dès que je ne suis pas forcé, eh bien, il y a de la place pour mon élan à contribuer, parce que ça fait partie d'un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est de contribuer. Et donc, cette contribution, elle dépasse les histoires de salaire, au fond, hein. On a la reconnaissance par le salaire, mais on a la reconnaissance par ce qu'on peut vivre au travail, par les bonnes relations, la reconnaissance qu'on peut avoir, la gratitude, etc. Tout ça, ça nourrit énormément. Et qui crée de la richesse, effectivement, beaucoup plus qu'avant. Alors, il y a des entreprises qui, par contre, ça grandit d'un côté. Il y en a qui se crispent de plus en plus et qui veulent revenir encore plus à… Mais celles-là, elles vont disparaître d'elles-mêmes parce que c'est se prendre le C'est pas mur, possible. Ouais. c'est plus possible aujourd'hui. Ce n'est plus possible. Moi, au quotidien, avec ma fille qui a 8 ans, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider justement à prendre conscience de son être par la CNV? Eh bien, déjà, la première chose, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le travailler sur l'éducation et la posture éducative. Parce que pour moi, la posture éducative, c'est la base. Après, aller travailler en entreprise, c'est la même chose parce que la posture éducative ou managériale, c'est copier-coller en fait. Mais déjà, la question à se poser, c'est de se dire, mais quel est le besoin, moi, que j'essaye de nourrir chez moi en voulant aider ma fille? Mhm. C'est la première question à se poser. Parce qu'en tant que bon parent, bon enseignant, bon éducateur, on va faire des choses pour l'enfant.
Oui, mais pourquoi je veux faire des choses pour l'enfant? Déjà, souvent, il ne m'a rien demandé. Donc, je pourrais déjà me poser cette question, mais pourquoi je veux faire quelque chose qu'il ne m'a pas demandé, hein? C'est d'aller voir que c'est souvent notre besoin de… Il y a deux choses. Il y a un besoin de contribuer au bien-être de notre enfant, bien sûr, c'est légitime, hein, mais il y a souvent aussi un besoin de sécurité. C'est-à-dire que si tout se passe bien pour mon enfant, ça me sécurise affectivement. Et donc, ça veut dire que j'ai à construire ma sécurité intérieure. Ça veut dire que plus je vais construire cette sécurité intérieure, cette sécurité affective, plus je vais construire ma confiance en la vie, au plus je peux être présent à mon enfant, sans aller faire des choses qui vont devancer sa croissance peut-être. Donc, chaque fois qu'on se préoccupe de son enfant, on s'occupe de soi à travers lui. Et ça veut dire qu'on l'abuse. Parce que, appelons un chat, se servir de son enfant pour nourrir ses propres besoins, ben, c'est de l'abus. Parce que l'enfant, il n'est pas là pour servir les parents. Il n'est pas là pour combler les besoins des parents. Hein, c'est le parent qui est là pour l'enfant et pas l'inverse. Donc, il y a déjà à voir ça, c'est déjà de clarifier ça avec soi-même, de se dire, mais pourquoi je veux tellement faire pour mon enfant? Pourquoi je veux lui construire un monde? Est-ce que je ne veux pas un peu le protéger là? Mais le protéger de quoi? Le protéger de ce que j'imagine qu'il pourrait vivre s'il était dans cette situation-là, parce que moi, dans cette situation-là, je l'ai mal vécu. Mais mon enfant, il est autre. Il n'a peut-être pas le même vécu à vivre. Et donc, j'ai juste à l'accompagner. Vraiment, en tant que parent, on a à être présent et accompagner, et non pas devancer ni tirer en arrière. Et c'est très difficile, hein, c'est une posture très délicate, hein, parce que ça demande tellement d'être chez soi, d'être chez soi. Le parent, c'est celui qui reste, qui est fixe, et l'enfant, il gravite autour. Oui. Et le parent, il n'empêche pas l'enfant de partir, il ne part pas avec l'enfant. Il reste là, le point fixe. Ça veut dire que le gros du travail, il est à travailler sur son ancrage, sur sa sérénité intérieure, sur sa paix, déjà de pacifier son histoire, pour ne pas projeter mon histoire sur mon enfant. Et ça, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Moi, j'avais une psy qui me disait toujours, la meilleure chose que tu puisses faire pour tes enfants, c'est t'occuper de toi. Ça, C'est ça qu'ils auront en moins à faire. Parce que si tu ne t'occupes pas de toi, ils vont devoir prendre ça en charge. Et ils ont autre chose à faire, ils ont une vie à vivre. Par contre, on peut se dire, ben oui, comment est-ce que je peux favoriser ça, un climat comme ça? Mais déjà, en le vivant moi. Moi, je n'ai pas appris la CNV à mes enfants. Ils l'ont appris, ils en ont retenu des choses par osmose, en fait, par modélisation, je me souviens que mon fils aîné était parti 1 an en Australie. Quand il est revenu, à l'époque, il n'y avait pas encore Skype, etc. Donc, c'était une vraie aventure. Et il nous avait raconté qu'au bout de 6 mois, ça avait été très dur dans la famille où il était. Il s'était dit, attends un peu, comment il faisait déjà papa avec les gens, avec sa CNV? Et il avait essayé de se souvenir. Et il dit, j'ai essayé de faire comme toi, de parler vrai. Et il me dit, ça a marché. c'est génial. Il n'avait pas appris la méthode. Il faut toujours se méfier des méthodes. Je connais beaucoup de gens qui font de la CNV, qui sont brillants au niveau technique, mais il n'y a pas de présence. Donc, la CNV, ça demande beaucoup d'honnêteté. Ça demande que j'ai vraiment l'élan de me connecter avec une personne pour pratiquer cette approche. Si je n'ai pas l'élan, ce n'est pas honnête. Et donc, c'est déjà de la manipulation. Donc, rester avec le principe de la CNV, c'est pas communiquer avec l'autre, c'est d'abord m'occuper de la partie de moi qui n'a pas l'élan de se connecter. Ça veut dire que cette partie-là, peut-être qu'elle est agacée, qu'elle est irritée ou qu'elle est blessée et qu'elle n'a pas reçu suffisamment d'écoute. Donc, je dirais qu'avec un enfant, c'est le pratiquer déjà soi-même avec soi et on modélise quelque chose. Et dans un plan subtil, dans l'invisible, ça crée une énergie différente. Nous sommes tous, d'après nos états d'être, nos états émotionnels aussi, on a un état vibratoire. On voit ça en physique quantique. On a ce qu'on appelle un taux vibratoire. Quand je suis dans la joie, mon taux vibre à la sérénité, ça vibre plus haut. Quand je suis dans la tristesse, la dépression, c'est un peu plombé. Là, pour le moment, on est beaucoup dans la peur, l'angoisse, etc. C'est un peu plombé en général. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui tiennent un petit peu l'énergie en haut, sinon on va tous s'écrouler là. Et donc, quand je crée ça en moi, et quand je pratique la CNV pour ça, quand je pratique la CNV pour aller voir, tiens, quels sont les besoins qui sont frustrés, ok, je vais le nourrir,
Et en nourrissant mon besoin, je vais voir qu'il y a un état d'être qui s'installe. Et du coup, ça me fait monter mon taux vibratoire. Ça crée un champ autour de moi qui peut du coup emmener les autres dans cette même énergie-là, sans que j'aie même à rien faire parfois. On est encore emprunt beaucoup de faire des choses. Même en CNV, hein, il faut faire, il faut créer des projets, il faut aider les enfants. Mais si je peux déjà pratiquer la CNV pour être et être dans l'être, ça crée un champ. Enfin, moi, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai pu résoudre des situations rien que par ma posture intérieure et même pas en rentrant dans des médiations sur le conflit qui est en train de se passer. C'est vraiment un état de justesse par rapport à soi, quoi. Oui, c'est un état de justesse, c'est un état de vérité absolue, d'authenticité, je dirais, d'authenticité. Ouais. Vraiment, je suis avec ma vérité, quoi, avec autant mes ombres que mes points forts. Hein. J'ai des incompétences et j'ai des compétences, mais j'ai les deux. Et je ne serai pas serein si j'accepte pas les deux. Mm. Si je veux absolument n'avoir aucune incompétence, aucune ombre et tout le temps dans la lumière, comme on voit certaines approches aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans des parcours spirituels et qui veulent être. On n'est pas là pour être Bouddha, là. C'est pas l'heure. On est là pour l'incarnation. Dans l'incarnation, il y a de la matière, il y a des limites, il y a le corps qui est déjà une limite, il y a les autres, les relations, c'est des limites. C'est tout ça qu'on doit apprendre aux enfants. C'est à gérer les frustrations par rapport à un état d'être de pleine liberté. C'est de vivre ce passage. Donc, plus je suis en contact avec ce qui est vivant en moi, plus je suis vivant, au plus ça crée un monde différent. Vous voyez, il n'y a même pas à changer le monde. Le monde, il a rien demandé déjà. Mm. Le peuple ne fera pas notre porte en disant « tu pourrais me changer ?» Non, c'est nous qui nous mettons une mission là. Mais pourquoi souvent on veut changer le monde? Parce qu'on veut créer un monde qui va porter nos valeurs, dans lequel nous, on va être bien. Mais on ne sait pas où on met les autres. Mm. Tout le monde n'a pas mes valeurs, donc ça existera toujours des gens avec des valeurs différentes. Donc il faut qu'on arrive à pouvoir être serein dans un monde où il y a les uns et les autres qui sont différents et c'est OK. Et ça transforme le monde. Chaque fois que je me transforme, c'est-à-dire que j'arrête d'être mon mental qui juge, qui analyse, qui débat, et tu te rends compte, il aurait dû faire comme ça, et moi je me suis sacrifié pour lui, voilà tout le. Quand j'arrive à descendre, et Marshall, il nous disait, je vous propose le plus long voyage qu'aucun être humain n'aura jamais entrepris dans sa vie, ce sont les 30 centimètres qui séparent sa tête de son cœur. Déjà, descendre d'un étage et puis aller voir quels sont mes besoins. Et là, je suis dans un état déjà de paix, de sérénité. Et ça transforme le monde. Parce que je peux être serein, quel que soit l'environnement. C'est vrai que l'environnement, il impacte. Mais souvent, on donne trop d'importance à l'environnement. Il y a un être à l'intérieur qui, lui, a plein d'états d'être, dont la liberté. On peut me mettre en prison. On ne peut pas me prendre mon état de liberté, mon ressenti de liberté. C'est là que j'ai la plus grande autonomie et la plus grande liberté. Et ça, quand j'arrive à construire ça peu à peu, ça transforme le monde. C'est clair. Si tout le monde pouvait vous entendre. Ben oui, il faut arrêter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mener certains combats, mener le monde, mais il y a l'énergie avec laquelle je le fais. Oui. Il y a l'énergie La qui doit être différence. une énergie de je suis là, là tout à coup je me manifeste, c'est pas je vais manifester, c'est je me manifeste, je vous informe, je suis là, mais en non-violence, en insoumission. Je ne vais pas me bagarrer. Vous n'aurez juste pas les moyens de me faire faire ce qui n'a pas de sens pour moi, ce qui est contraire à mes valeurs. Mm. Alors, sous la menace d'une arme, j'ai toujours le choix de continuer à vivre ou pas, évidemment. Hein. Je peux aller jusqu'au bout ou pas. Mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut changer par son attitude intérieure. Souvent, on dit j'ai pas le choix, c'est comme ça, on est dans un monde, on est manipulé, on est. Et si je suis manipulé, c'est que je suis manipulable. Tout à fait. Et plutôt que de m'occuper des manipulateurs, et ça, j'en viendrai jamais à bout, je vais m'occuper du manipulable en moi. C'est où la porte là, par laquelle je laisse rentrer? Est-ce que je peux refermer ça? Est-ce que je peux me rendre inaltérable, non manipulable?
Ça, c'est une question de posture. Parce que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que l'autre n'a plus que le pouvoir que je veux encore bien lui donner aujourd'hui. Mm. Je ne suis plus obligé de rien aujourd'hui. Ce sont mes choix à moi parce que ça nourrit mes besoins. Je ne suis pas obligé d'aller travailler. Je choisis d'aller travailler pour avoir de l'argent, pour payer mon loyer, etc. C'est pour mon confort. Je ne vais pas travailler pour mon patron. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lèvent encore le matin avec des pieds de plomb en pensant qu'ils vont travailler pour le boss. Mais ils ne vont pas travailler pour le boss, ils vont travailler pour eux. Mm. Donc, c'est plutôt que de dire je dois aller travailler, je peux commencer à me dire je choisis d'aller travailler parce que je nourris mon besoin de sécurité financière, parce que je nourris mon besoin de confort, parce que je nourris mon besoin d'autonomie. Ça peut changer les choses. C'est clair, hein. Ça Totalement. dépend si c'est l'adulte en moi qui fait le choix ou si c'est toujours le petit enfant qui subit et qui se soumet ou qui se révolte et qui se rebelle. Et souvent, on est une masse d'adultes, de corps physiques adultes, mais qui sont juste conduits par des enfants blessés, en fait. Mm. Et ça, tant qu'on ne le voit pas, on n'est pas libre Totalement. de le reconnaître, de reprendre les choses en main, de s'occuper de cet enfant intérieur, de dire OK, bon, ben, je vais aller te trouver un endroit où tu vas pouvoir un peu déverser tes blessures et être un peu pacifié dans ton histoire, parce qu'il faut grandir là à un moment donné. Quand on voit un peuple qui est là à attendre d'un président, un homme pour un peuple qui va sauver tout le truc, mais c'est quoi ce truc? On a passé l'âge d'avoir un père là. Est-ce qu'on peut se prendre en main, se dire, bah, tiens, oui, on a besoin de quelqu'un qui fasse un peu la circulation parce qu'on est nombreux, mais pas qui dirige. C'est Et totalement puis après, on va vrai. les rouspéter. C'est normal qu'on va manifester après, puisqu'on a donné le pouvoir et puis on l'accuse de prendre le pouvoir. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Mm. Totalement. Et donc, c'est vraiment cette approche toute simple, qui n'est pas facile, mais qui est toute simple, elle permet de récupérer du pouvoir et de mener sa vie, de reprendre les rênes de sa vie en main. Et je sais qu'il y a des choses difficiles dans la vie, et qu'il y a des choix qui sont difficiles à faire, mais franchement, si je vais travailler juste pour de la sécurité financière, c'est déjà au moins ça. Et je ne suis pas obligé, je pourrais choisir de vivre dans la rue, je pourrais vivre dans la forêt, manger des écorces d'arbres, ça pourrait être un choix. Mais je dois accepter que ce n'est pas mon choix. Et je ne le fais pas parce que la société, ceci, cela, c'est parce que c'est moi, dans cette société, qui veut faire un choix d'un certain confort. Tout à fait. Voilà. Mm. Si on a envie de vous retrouver, on peut vous retrouver où? Si on a envie de vous contacter, des séances à distance, c'est possible ou pas? Oui, je fais des séances, ben, j'ai découvert ça avec le confinement. Tout le monde, je crois. Le Zoom, finalement, ça fonctionne bien. Oui. Donc, aujourd'hui, je commence aussi à faire des formations par Zoom. Mhm. Pour me retrouver, j'ai un site qui s'appelle www.architecture au pluriel-invisible au pluriel.com, qui n'est pas à jour, je le dis tout de suite, les formations datent de 2015, je dois remettre ça à jour. Le mieux, c'est de m'envoyer un mail en fait à architectureinvisible@gmail.com ou bien d'être informé sur ma page Facebook Les Architectures Invisibles où j'annonce mes formations, les séminaires, etc. Et voilà. Ma prochaine apparition, c'est jeudi. Jeudi, avec les podcasts Métamorphose. Il y a pour le moment, depuis le 1er juin, 21 jours de méditation, un parcours de méditation. Et jeudi, j'animerai la méditation du matin, qui D'accord. est visible en replay. D'accord. Voilà. Et sur mes pages Facebook, en général, j'annonce les formations qui vont se présenter. Là, ça a été un petit peu chamboulé, mais ça va se remettre tout doucement d'aplomb. Si. Et pour toute question, le mieux, c'est le mail, parce que les autres boîtes, je n'y suis pas toujours. Je ne suis pas très geek, donc ça m'arrive d'oublier beaucoup de messages. Je vous laisserai conclure cette interview. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui nous ont écoutés ce soir? J'aurais envie de dire, faites confiance à votre cœur. Parce que même s'il y a des méthodes, comme la communication non violente, elles sont aidantes. Le plus important, ce n'est pas la méthode en soi, même si je me plante avec la méthode. Si je fais les choses avec cœur, c'est déjà gagné. Alors,
Maintenant, il y a peut-être un peu de discernement à mettre dans c'est quoi faire les choses avec cœur. Parfois, on a l'impression qu'on les fait avec cœur et en fait, c'est juste avec de l'affect ou de la réparation d'histoire. Mais voilà, je dirais privilégier l'amour, c'est le plus important dans la vie. C'est l'essence même de la création, disait Christiane Singer, et je crois qu'elle avait vraiment bien raison. Eh bien, merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci pour votre invitation. Ben, avec plaisir, vraiment, c'était très enrichissant, très intéressant. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se reditent au fur et à mesure et c'est vraiment, voilà, je pense que tout le monde a le même message comme quoi ben, il faut être avant Oui, de vouloir être autre chose. Voilà. Ben, merci à tout le monde, merci Vincent, merci vraiment beaucoup. À très bientôt pour ceux qui sont derrière l'écran et à très bientôt, Vincent, j'espère. En tout cas, merci. merci, Merci. bonne soirée, au revoir.